On va essayer de raconter une histoire, l'histoire du portrait photographique, en essayant de se replacer dès le début, c'est-à-dire dès l'origine de la photographie, cette faculté qu'a eu d'un seul coup un appareil à représenter le réel. La perspective avait été pendant longtemps un problème à résoudre pour les peintres et les dessinateurs. Au temps de la Renaissance, grâce aux études de Dürer et d'autres peintres, ils avaient réussi à recréer la faculté de dessiner à peu près ce que l'œil humain est en capacité de voir et de construire, de reconstruire dans son cerveau au niveau des perspectives. Mais aucun appareil n'avait encore permis de dupliquer la perception humaine. Brutalement, donc au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, Nicéphore Niepce invente cette reproduction, cette capacité de reproduction du réel couché sur papier. Première photo, premier paysage, et très très vite, l'envie de raconter, de reproduire le visage humain, le portrait. Qu'est-ce que c'est qu'un portrait ? C'est à la fois une expression physique, ou c'est plus exactement à la fois des traits humains, des traits physiques, et une expression qui peut traduire des sentiments, qui peut traduire quelquefois bien plus que des sentiments, peut-être une histoire qui est presque taillée sur le visage ou cartographiée sur le visage. La photographie va s'employer, comme avant la peinture, à essayer de, dans une même image, à la fois de créer quelque chose de ressemblant le plus possible au visage qui en est le sujet, mais aussi d'essayer d'exprimer ce qui est intérieur et qu'on est à même de voir nous-mêmes quelquefois sur les visages de nos amis ou des autres qui nous entourent, et qui là va être transmis seulement par une image arrêtée, non pas le visage en mouvement. Donc c'est tout un défi que les premiers photographes vont essayer de relever très vite. Toujours en oscillant au rythme des possibilités techniques entre la ressemblance et l'évocation. Évidemment, au début, ce n'est pas simple, parce que mécaniquement, c'est très complexe de faire rentrer la lumière pendant le temps nécessaire pour que l'exposition se réalise. Et on a souvent un peu rigolé avec ça au niveau des photographes dans les années suivantes, c'est que dans les premiers studios de prise de vue, on était obligé de créer des poses très longues de plusieurs minutes, voire dizaines de minutes dans les premiers temps, pour réussir à créer une photographie. Donc, ça avait tendance, évidemment, à figer les traits du personnage, et donc là, l'expression ou les sentiments étaient relativement invisibles sur ce type de prise de vue, si ce n'est le sentiment de vague souffrance qui pouvait être simultané au fait de devoir rester rigide sur un appareil plus ou moins invisible qui maintenait le coup, ce genre de choses. Mais très vite, finalement, les possibilités techniques se sont améliorées et on a pu commencer à travailler sur des temps de pause qui ne dépassaient plus la minute. Et dans ce temps-là, déjà quelque chose apparaissait de possible dans l'expression, dans le regard, dans la faculté de prendre tel ou tel trait de lumière sur tel ou tel profil, trois quarts, l'intention du personnage, l'attitude, faisait partie déjà du vocabulaire de la photographie qui était en train de naître sur le portrait.
Il faut tenter de s'imaginer ce que ça a pu représenter en 1850, en 1860, 70, cette irruption du portrait, mais plus que cela, cette irruption presque du miroir finalement dans la vie quotidienne des gens. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le miroir est un outil de décoration relativement peu employé dans la plupart des foyers et principalement dévolu aux classes bourgeoises ou aux aristocratiques. Très peu de miroirs sont en vente pour orner la plupart des maisons. Donc les gens ont un rapport à leur visage qui n'est pas du tout le nôtre. Ils ont un rapport à leur visage qui est lié aux autres. Parce que finalement, dans la vie quotidienne, on a très peu d'occasions de voir son propre visage s'il n'y avait pas de miroir. On le verrait dans quoi? Alors évidemment, on nous évoque toujours les contes de Perrault ou de Grimm où on aperçoit son visage ou le mythe de Narcisse où on voit son visage dans l'eau. Mais essayez de voir votre visage dans l'eau. C'est pas quelque chose de si simple. En tout cas, il s'efface aussi vite qu'il apparaît. Et c'est très complexe de réussir à avoir quelque chose de fixe qui nous dit ce qu'on est. Ce qui nous dit, non pas ce qu'on est, ce qu'on apparaît. Donc on est dans une période où les gens se connaissent peu au niveau de leurs traits physiques. Et brutalement, d'un seul coup, une fièvre qui s'empare du public, finalement, des gens, pour se connaître, pour pouvoir présenter leur visage comme ça sur photo. Des studios photos apparaissent partout. Ce n'est même pas des studios photos, ce sont des pièces, des petites pièces qui sont attenantes à un autre commerce la plupart du temps. On fait faire des photos chez le boulanger, chez le boucher, chez l'horloger. Toutes sortes de gens se lancent dans la photographie avec un appareil photo, quelques éléments de décor, des toiles qu'on peut glisser derrière le personnage. Très vite apparaissent des colonnes, des éléments comme ça qui renforcent ce côté un peu sacré de la mise en valeur du personnage. On prend le temps de venir chez le photographe, comme on pourrait imaginer qu'avant on prenait le temps de venir poser chez le peintre. Mais c'est une véritable effervescence qui s'empare à ce moment-là, dans les années 60-70, de cette envie de se voir en photographie. Disdery, qui est apparemment un commerçant très opportuniste, dépose un brevet, le brevet de la carte de visite photographique, et qui permet donc à toute personne de se présenter en ayant en recto son portrait, qui le représente. Non seulement qui représente ses traits, mais qui le représente aussi en rôle social, en fonction, bien habillé, bien posé. Et au verso, quelquefois d'ailleurs au recto également, la profession, le contact, etc. Un peu comme les cartes de visite actuelles. Et alors là, c'est par millions d'exemplaires que ça se répand dans toute la France. Des studios pour faire les cartes de visite naissent un petit peu partout. Et on a cette vocation sociale qui se met en action sur le portrait photographique, comme présentation du rôle de qui est derrière la carte de visite. C'est vraiment là tout un pan de l'histoire de la photographie qui se développe. C'est déjà la photographie qui deviendra ensuite le studio de photographie et tout ce qui est de l'ordre de la photographie sociale. Mais à côté de ça, dès les toutes premières photographies de personnages, apparaissent aussi l'autre pan de la photographie, c'est-à-dire celui qui va être plus de l'ordre de l'évocation, de l'ordre du déplacement. C'est-à-dire que
on présente quelque chose qui est là, on présente quelqu'un qui est là, mais il dit déjà plus que ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est déjà en mode de mise en scène, de rôle. Il présente quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Et le tout premier portrait, à ma connaissance, est déjà de cette forme-là. C'est le portrait, en tout cas le tout premier portrait qui nous soit parvenu. Portrait d'Hippolyte Bayard qui s'appelle Autoportrait d'un noyé. Et Hippolyte Bayard se présente torse nu, les yeux mi-clos, comme s'il venait d'être repêché sur une rive, et avec le temps de pause nécessaire, évidemment, il a dû faire cette image pendant une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Et c'est déjà une image de mise en abîme, c'est-à-dire une image où le photographe se représente dans un personnage, ce personnage étant lui-même un reflet de sa propre condition au moment de la prise de vue. Hippolyte Bayard, étant à l'époque frustré d'avoir été écarté en quelque sorte des deux personnes qu'on dénommait comme inventeurs de la photographie, Nicéphore Niepce et Fox Talbot.